nous allons commencer par vous, Monsieur Christophe Marange. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, puisque vous êtes là, autant en profiter. Alors, en accord avec vous et en accord avec tout le monde, d'ailleurs, les présentations que je vais faire ont été validées, hein, donc venez pas me tirer les oreilles maintenant. Vous êtes directeur pédagogique de l'ISA. Alors, l'ISA Toulouse, parce que l'Institut supérieur des arts appliqués qui compte différents sites en France. Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Paris, Rennes, Nantes et même, numérique oblige, un site de e-learning, si j'ai bien compris. À titre personnel, vous êtes artiste peintre et membre de la Maison des artistes, qui est une association nationale, et vous en êtes membre depuis plus de 10 ans. Vous avez été directeur du pôle éducation des éditions Milan. Pour les non-toulousains, c'est une société d'édition toulousaine, bien sûr. Mais vous avez été également dirigeant d'une société d'art graphique et agence web spécialisée dans la 3D, monde virtuel, je vous cite. Vous avez également publié un ouvrage sur les spécificités des nouvelles encres d'imprimerie, là c'est plus hard, et leur évolution technologique. Votre intervention va nous éclairer sur les thèmes suivants que vous avez librement choisis. L'art digital, vous allez nous en donner votre définition. Vous allez nous expliquer comment une école d'art adapte ses formations à ses évolutions sociétales et technologiques. Vous allez nous dire aussi comment réussir ou pas le mariage entre l'art et la technique. Et enfin, vous nous ouvrirez les portes sur le futur. Demain, où va-t-on? Voilà, j'en ai terminé. Nous allons donc être des élèves bien sages, attentifs et passionnés. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Denis. Rappelez-moi le temps que j'ai parce que je peux être un affreux bavard. Alors, vous inquiétez pas, on vous coupera le micro. Une vingtaine de minutes. Eric a des ciseaux puissants. Une vingtaine de minutes, ce serait parfait. Voilà. Oui, non, mais il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, bonjour tout le monde et je remercie complètement le club de m'avoir invité à cette conférence. À titre personnel, je suis passionné d'art et forcément, je m'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui l'art digital. Donc, on va essayer d'y donner une première définition. En dehors de ça, je suis le directeur pédagogique de l'ISA, qui est une école d'art appliqué. Donc, on fait souvent la différence entre l'art appliqué et l'art plastique. Donc, en ce qui me concerne, je travaille dans le domaine de l'art appliqué, mais dans l'art appliqué, il y a le mot art qui existe de toute façon et dans lequel les nouvelles technologies sont très, très présentes aujourd'hui. Donner une définition de l'art digital, c'est un petit peu compliqué, je dirais, et je crois que d'autres personnes sont aussi, sinon beaucoup plus compétentes que moi pour répondre à ce genre de questions. L'art, la question que je me pose souvent, l'art c'est quoi exactement et qui fait qu'un travail d'une personne, qu'elle soit peintre, qu'elle soit sculpteur, qu'elle soit musicienne, etc., à partir de quand on définit que c'est de l'art, à partir de quand on reste dans l'artisanat et à partir de quand on est dans la production de grandes séries qui n'apportent pas forcément beaucoup d'émotions en regardant. Donc, si je voulais paraphraser Marcel Duchamp, en fait, l'art, c'est le regardant qui le fait. Et donc, par rapport à ça, les artistes, entre guillemets, sont dépendants du regard que la société, que ces groupes, que ces tribus vont apporter à une production qui a été faite par quelqu'un qui a envie de s'exprimer et d'exprimer ses émotions. Et puis maintenant, on mélange le digital à tout ça. Alors, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une révolution. L'histoire de l'art a toujours été marquée par des révolutions technologiques qui ont amené les différents artistes à pouvoir faire autre chose, à progresser, à avoir comme aide des supports, des nouveaux supports technologiques qui leur permettent d'aller plus loin dans la traduction de leur art, de leur activité.
Quand les peintres passent d'une peinture faite à base de jaune d'œuf ou de blanc d'œuf à une peinture dans laquelle on va trouver des mélanges qui la rendent plus stable, plus pérenne, c'est une révolution technologique. Est-ce qu'il y a une grande différence entre l'arrivée du digital et l'arrivée des tubes de peinture déjà préparés? J'en suis pas persuadé. C'est en tout cas la même démarche. Donc ça veut dire derrière une adaptation à des nouveaux outils. En ce qui concerne le digital, on parle beaucoup de logiciels, on parle beaucoup de technologie. Et de nouveaux acteurs rentrent, je dirais, dans ce mariage. Et on va parler peut-être des ingénieurs, on va parler peut-être des spécialistes des questions digitales ou numériques qui vont apporter une connaissance technologique, un savoir technologique au service de la production d'un artiste. Je m'intéresse de plus en plus à l'art digital, à titre privé puis à titre professionnel, bien entendu. Ce qui aujourd'hui me pose question, c'est que quand on est amené à avoir des expositions traitant de l'art de façon digitale, la barrière technologique est toujours un frein pour le regardant à une approche plus dans l'émotion et plus dans l'accaparation, je dirais, de ce qu'a voulu présenter l'artiste derrière. Et quand je vais dans des expositions, quand je vais dans des lieux comme ça, j'entends souvent les gens dire « Pouh, mais comment il peut faire ça ?» Mais c'est magique. Donc, il y a cette barrière technologique qui peut-être empêche, à un moment donné, le regardant d'aller plus loin et d'éprouver un autre type d'émotion qu'une simple curiosité face à un exploit technologique. Donc ça, aujourd'hui, c'est une question que je me pose. Comment faire pour que le public puisse passer cette barrière et découvrir des œuvres d'art qui contiennent autant d'émotions qu'un Vermeer ou qu'un Géricault, et pourquoi cette barrière technologique aujourd'hui, enfin, comment peut-on faire de la médiation culturelle? Voilà. Alors, de la définition de l'art digital, hein, et je terminerai par ça dans un premier temps, bah, c'est de l'art. Et puis, on va utiliser des outils. C'est pas des pinceaux, c'est pas des instruments de musique classiques, des lutheries. C'est pas ce qu'on connaît, nous, depuis un siècle, peut-être plus en instruments ou en outils traditionnels, mais c'est des révolutions qui ont toujours eu lieu, comme je vous le disais. Et là, on vit une révolution technologique, une révolution d'outils, un changement d'outils. Mais l'art est toujours la représentation humaine d'un sentiment, d'une émotion qu'éprouve un artiste qu'il a besoin de partager avec d'autres. Et s'il trouve les clés de ses regardants, il a fait un grand pas vers je sais partager une émotion forte vers les gens qui me regardent ou qui regardent mon travail. Et quand on dirige une école d'art appliqué, ça pose un problème. Ça pose un problème. On forme, alors très rapidement, hein, l'ISA est une école d'art appliqué qui a aujourd'hui 3 formations essentielles. J'insisterai plus sur une des 3. Donc, on forme des gens qui font de l'animation, des films d'animation en 2D ou en 3D. Donc, l'apport technologique, il est hyper important, bien entendu, mais faire un film, c'est raconter une histoire. Et comme dit Hitchcock, un bon film, c'est premièrement une histoire, deuxièmement une histoire, troisièmement une histoire. Et c'est pas l'outil qui va faire de mes étudiants des animateurs ou des créateurs de films d'animation. Si je prends un exemple tout bête, on a tous vu Le Roi et l'Oiseau sur les dialogues de Jacques Prévert et réalisation de Paul Grimaud. Et Le Roi et l'Oiseau est un exemple typique d'une histoire extrêmement poétique dans laquelle Jacques Prévert sort toute son émotion, toute son énergie, tout son humour. Et pourtant, c'est un film qui a déjà plus de 40 ans et qui n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Voilà. Et je pourrais prendre l'exemple Kirikou également. Kirikou, l'essentiel, c'est ma femme qui arrive, ça. Je fais partager à tout le monde ce qui se passe à la maison. Et si je prends comme exemple Kirikou, on est d'abord dans une histoire, d'abord dans une émotion, d'abord dans une énergie de couleur et une énergie, je dirais, de dialogue, de rapport entre les individus. Et la technique, et c'est ce qu'a voulu le réalisateur, la technique n'est qu'au service d'une histoire. Donc ça, c'est important, et à l'école, c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup. Parce qu'encore une fois, le logiciel, alors je vais employer des gros mots, hein, le nom des logiciels qu'on utilise, qui peuvent être 3ds Max, Maya, Toon Boom,
TV Paint ou d'autres, finalement ne sont qu'un pinceau à la service du peintre quand il n'y avait pas de logiciel. On a une autre formation qui forme des futurs directeurs artistiques. Et là, on parle toujours en art appliqué dans différents secteurs. La direction artistique, un directeur artistique, c'est quelqu'un qui sait casser pour reconstruire, qui sait s'inspirer des tendances, qui sait s'inspirer de la pensée sociale, qui sait s'inspirer de ce qu'il voit, qui sait intégrer lui-même ses émotions et sa propre vision pour proposer quelque chose à un public de consommateurs, un public de regardants, un public d'utilisateurs, peu importe. Mais les grands directeurs artistiques sont d'abord eux-mêmes des artistes. On pourrait citer Étienne Robial, par exemple, qui est un directeur artistique mythique, mais qui est aussi un éditeur, qui est aussi un auteur. Pour ceux qui connaissent Étienne Robial, c'est l'ancien directeur des éditions Futurapolis. Et Étienne a déjà commencé par du traditionnel, crayon papier, avant de concevoir la totalité de l'identité de marque de Canal+, par exemple, ou de M6. Voilà, dans le numérique. Donc, on est toujours dans cette relation où la personnalité du créateur dépasse largement l'évolution des outils. Les outils, c'est une aide. Ça peut faire gagner du temps, ça peut faire gagner de l'argent, puisqu'on gagne du temps. Par contre, un outil n'a jamais fait de quelqu'un un artiste ou quelqu'un qui sait partager son émotion aux autres. Et à l'école, à l'ISA, c'est la question que l'on rencontre. On est face à des jeunes qui sont des digitaux natifs, comme on dit maintenant, et pour eux, l'outil fait tout. Et en fait, l'outil ne fait rien. Il aide, simplement, il accompagne. Ce qui est important, c'est nos références, c'est les références de mes étudiants. C'est leur vision du monde, c'est leurs émotions, c'est ce qu'ils ont envie d'exprimer, ce qu'ils ont envie de casser, et on est là pour les accompagner là-dedans. J'aurais tendance à dire que, le plus important, c'est ce qu'il y a dans la tête, dans le cœur de nos étudiants, avant leur maîtrise du clavier et leur maîtrise de l'outil. Et encore une fois, on peut faire des choses superbes aujourd'hui en digital sans pour cela avoir un bac+5 et être ingénieur informatique. Mais je ne veux pas dire que l'art digital n'a pas son intérêt. Quand la photographie est arrivée fin du 19e siècle, ça a d'abord fait évaluer la peinture. On est passé d'une peinture très figurative à une peinture beaucoup plus abstraite, parce que l'appareil photo, lui, prenait la réalité. Il fallait bien aussi que l'émotion de l'artiste ou l'émotion du peintre passe par autre chose. Et puis c'est devenu un art, la photo. C'est devenu un art. Et aujourd'hui, plus personne ne s'étonne, ne trouve magique de voir une photographie en se disant « mais bon Dieu, comment c'est fait techniquement ?» En fait, l'art est revenu devant, et c'est l'émotion que la photo va nous procurer qui est beaucoup plus importante que de comprendre techniquement comment on fait une photo. Je pense que l'art digital en est à ses balbutiements. Aujourd'hui, il y a toujours une barrière. Il faut faire de la médiation, forcément. Il faut aller vers les gens, il faut leur expliquer parce que c'est pas facile à comprendre. Et puis l'art digital a tendance à mélanger plusieurs arts ensemble également. On peut parler de chorégraphie avec tout ce qui est de la notion de la lumière, tout ce qui est de la notion du son, de l'image. Et en fait, on se retrouve sur une œuvre qui va mélanger plusieurs types d'art. Voilà, c'est aussi le propre du digital, c'est peut-être de casser les frontières. Et ça, c'est aussi important. Donc, quand on est directeur d'une école, comme moi, eh bien, on se dit que l'outil, c'est super, donc on achète tous les logiciels, les ordinateurs qui vont bien, parce que sinon, on passerait pour des has-beens. Ça, c'est certain. Par contre, si vous venez visiter l'ISA, on commence d'abord par leur apprendre à tenir un crayon sur un papier, à pouvoir faire des croquis, à pouvoir conceptualiser une pensée, à pouvoir savoir l'exprimer, à pouvoir le justifier par des références, le justifier par des règles, que ce soit des règles cinématographiques, typographiques ou autres, puisqu'on traite à la fois de l'image, du numérique, du digital au sens site internet, mais également de l'animation, mais également de la musique, également de la photo, puisque ce sont différents supports ou différents médias qui permettent à nos étudiants de pouvoir s'exprimer. Mais d'abord, on est sur qu'est-ce que tu veux raconter à l'autre. Voilà.
Et ce n'est pas l'ordinateur qui va te dire ce que tu veux raconter à l'autre. Voilà. Et pour nous, c'est très, très important. Loin de moi l'idée de foutre les ordinateurs à la poubelle, parce que d'abord, je suis un geek aussi, et j'adore ça. Voilà. Et en tant que peintre, je suis passé de la peinture à l'huile à la peinture acrylique, parce que techniquement, elle a fait énormément de progrès en termes de pigments, en termes de résistance. Et puis, de la peinture acrylique, je suis passé au digital painting, parce que ça m'offre d'autres possibilités techniques que je découvre en ce moment d'ailleurs, hein, parce que je suis loin d'avoir tout trouvé. En peinture tradie aussi d'ailleurs, hein, qu'on soit bien clair par rapport à ça, on ne trouve jamais, on cherche. Voilà. Mais ceci étant, j'adore faire du digital painting. Mes étudiants travaillent le digital painting, mais dans digital painting, il y a d'abord painting. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'en suis où dans mon tempo là? Dites-moi Oui, tout. oui, vous êtes très très bien là. Mais une question qui me brûle les lèvres. Vous en maltraitez combien d'élèves comme ça? D'accord. La question, c'est combien j'ai d'étudiants que je fais souffrir tous les ans. Exactement, oui, parce que c'est On les bouscule un peu. J'ai entre 250 et 300 élèves. surtout. 300 étudiants de la première année jusqu'à la cinquième année. D'accord. Et ça pour l'école de Toulouse. Et ça uniquement pour l'école de Toulouse, hein. Oui, bien sûr. Ça reste des petites écoles dans la mesure où quand on fait de l'art appliqué avec les étudiants, on ne peut pas se permettre d'avoir des classes de 40 étudiants ou de 50 étudiants, c'est juste impossible. C'est d'abord une question de matériel, mais c'est également une question de rapport humain. Il faut savoir que l'affect, l'émotion, fait partie intégrante de notre cursus de formation. On ne peut pas nier, comment je dirais, la personnalité, l'individu au profit du collectif quand on traite de l'art appliqué. Donc je dirais chaque étudiant est unique avec son univers, avec ses pensées, avec ses références, avec ce qu'il a envie de produire pour les autres, avec ses craintes, avec sa non-confiance en soi. Donc c'est des petites classes et c'est très individualisé comme formation. Voilà. Je peux aussi bien avoir quelqu'un qui dessine comme Lierzo, par exemple, que quelqu'un qui peindrait comme Géricault. Donc, on n'est pas dans le même univers. Et, cette école, enfin cette société, entre guillemets, existe depuis longtemps. L'ISA, au niveau national, voire, je sais pas, ça déborde le. Alors, l'ISA existe depuis très longtemps sur Paris. Ça a d'abord été quelques écoles parisiennes. C'est une école qui délivre des titres certifiés, ministère du Travail, mais également ministère de la Culture. Voilà. Et en fait, depuis quelques années, des écoles s'ouvrent en province très peu, hein, puisqu'à Toulouse, nous ne faisons que l'animation, la direction artistique et la conception designer graphique. Dans d'autres villes, ça va être d'autres types de formations. C'est toujours des arts appliqués. De toute façon, on reste sur les arts appliqués. C'est notre domaine, c'est ce qu'on sait mieux le faire, certainement. Et l'art plastique, pour nous, c'est encore un autre domaine. Voilà. Même si c'est un domaine que j'adore, on n'a pas l'ambition de se substituer aux beaux-arts, par exemple. Voilà, pour bien situer les choses. Pas de concurrence déloyale. Non, puis la différence entre l'art appliqué et l'art plastique, après peut-être que les autres invités ne sont pas d'accord avec moi, mais quand on fait de l'art appliqué, on a en général une commande et un client, et on va essayer de le faire sortir de ses préjugés, de ses présupposés, pour lui proposer autre chose. Exemple, la campagne de communication de Benetton dans les années 80, qui est un modèle du genre, si les gens s'en rappellent, sur lequel l'entreprise Benetton a pris d'énormes risques pour sortir des sentiers battus et présenter autre chose que des pulls en photo sur une affiche. Et là, ils ont fait appel à un très grand photographe. Donc, on a appliqué, on a quelqu'un qui nous commande quelque chose qui n'est pas très forcément ouvert à l'art, au risque qu'il va prendre pour sa marque, pour son entreprise, pour ce qu'il veut. Et puis, on va essayer de le faire sortir de son chemin traditionnel pour lui proposer autre chose. Quand on est en art plastique, on produit soi-même, on est son propre client. Et après, on va proposer ce que l'on a produit à des clients potentiels qui vont adhérer ou ne pas adhérer. Mais la démarche artistique n'est pas exactement la même. D'accord. Mais écoutez, on va peut-être ouvrir la possibilité aux personnes présentes s'il y a des questions ou des remarques.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce que vient de dire M. Marange? Simplement, j'aimerais dire que j'apprécie beaucoup votre attitude qui remet le sens de l'humain par rapport à l'instrument. Et ça, c'est très, très bien. Vous la conservez toujours, ce rapport à la création et à l'inventivité et à la sensibilité de l'artiste. Voilà, félicitations. Vous avez bien mis l'accent sur l'instrument qui est derrière. Dans le fond, il a un peu d'importance, mais ce n'est pas le plus important. Bon, puis encore une fois, c'est pas nouveau. L'histoire des arts nous apprend de toute façon que les artistes ont tout le temps vécu des révolutions comme ça. Regardez comment a été peint la Joconde, c'était révolutionnaire. Ah, tout à fait. Voilà, par exemple. André, tu as dit ça parce que c'était Mona Lisa, peut-être. Ça, je n'ai pas suivi. Tu me raconteras tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent? Y a-t-il d'autres questions? Des fois. Alors, on n'a pas abordé le thème de et demain, mais comme on n'est pas devin, on ne va pas non plus faire des plans sur la comète. Mais il est évident qu'aujourd'hui, les évolutions technologiques vont certainement nous permettre d'aller vers des choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. On remarque par exemple que l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du film d'animation petit à petit se rejoignent. On a d'un côté un média qui est fermé, qui trace un chemin comme un livre. Hein, je pars d'un point A, je vais à un point B. Voilà. Et le jeu, par contre, c'est une arborescence. On peut imaginer assez facilement que la frontière se cassera un jour sur ces deux industries culturelles. C'est tout à fait possible et imaginable. On a déjà des expériences qui sont menées sur des films totalement interactifs. Qui permettent au spectateur finalement de choisir un peu ce qu'il a envie. Arte a fait il y a quelques années quelque chose qui était assez étonnant. Il a produit un film dans lequel, en prenant, alors je ne me souviens plus le nom du titre, hein, mais c'est très 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 beau, très esthétique, très graphique, très post-industriel, on pourrait presque le dire comme ça, sur lequel, en allant capter vos informations sur le web, réseaux sociaux, autres, il vous mettait en scène dans ce film-là, non pas comme un personnage, mais comme un élément fort des décors et comme un élément fort de votre personnalité, tel que l'algorithme pouvait le décrypter à l'époque, hein, donc c'était assez léger quand même, et pour en faire quelque chose de très esthétique, mais très individualisé. Ça, c'est un bel exemple d'études et de tests. C'est resté au niveau du test. On trouve aujourd'hui d'autres expériences qui sont menées grâce à l'évolution de l'intelligence artificielle, hein, sur lequel la vraie question c'est et si je rentre dans un algorithme et dans un programme la totalité de l'histoire de Van Gogh, par exemple, c'est-à-dire sa période, ce qu'il a peint, l'environnement politique, social, culturel de cette époque-là, et parallèlement, si je fais la même chose avec La Fontaine, est-ce que l'intelligence artificielle est capable de réécrire une fable de La Fontaine qui n'existe pas en l'illustrant à la manière de Van Gogh? Et là, il y a des études qui sont faites, hein, il y a des tests, il y a des recherches qui sont faites. Alors, votre dernière conférence était sur l'IA, donc aujourd'hui, on en est au balbutiement, même si on progresse beaucoup. Par contre, et demain, la vraie question, c'est est-ce qu'une machine pourra, parce qu'elle a tous les éléments, un maximum d'éléments, qu'elle va fonctionner un peu comme notre cerveau, peut-être, créer des œuvres à part entière qui pourraient être reconnues comme des œuvres digitales faites par des espèces de cyborgs avec des pinceaux et des tubes de peinture dans leur poche, virtuels. C'est une question qu'on peut se poser. C'est quand vous serez vous-même un ordinateur directeur pédagogique de l'établissement. Oui, voilà, c'est exactement ça. Parce que ça aussi, ça peut être un avenir. On peut tout imaginer. Hein. La conférence que vous avez faite sur l'IA, on peut tout imaginer. Entre les datas, tout ce qu'on peut récupérer et tout ce qu'on peut faire en algorithme, c'est une question qu'on peut se poser, notamment dans le domaine de l'art. Mais c'est pas nouveau non plus, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on a bien fait peindre un âne avec sa queue en expliquant que c'était une œuvre d'art. Voilà. Oui. Innovatrice. Bien, on va écouter, on va rester sur cette note écologique.
En vous remerciant de votre Merci beaucoup. intervention. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir comme on dit, pour de vrai, Avec plaisir. sur une autre conférence. Merci en tous les cas, monsieur Marant. Merci beaucoup. Et puis, restez avec nous, ça Bien sûr. avec plaisir.